Systémique est un podcast qui parle de transformation durable. Notre objectif est de partager des expériences d'incitateurs de la transformation durable et de transmettre leurs bonnes pratiques. Systémique vous est proposé par VTED, la marketplace des solutions vérifiées durables. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on a pas mal de questions à voir avec toi sur un sujet qui est absolument critique et dont on va découvrir le fil et le thème tout au long de cet échange. Avec la première question qui est donc en termes de compétitivité. Il y a encore quelques années, le modèle c'était l'Allemagne. Est-ce qu'on a réellement tourné la page de cette comparaison selon toi ? C'est une très très bonne question parce qu'en fait c'est vrai que l'Allemagne, alors on a eu différentes périodes avec différents modèles en France. On a eu un moment c'était le modèle suédois, après c'était le modèle allemand. En fait l'Allemagne, elle est plus autant citée en modèle depuis la guerre en Ukraine et notamment la prise de conscience de sa dépendance en termes énergétiques à la Russie, puisqu'elle importe énormément de gaz russe pour faire tourner son industrie, mais également sa dépendance sur le plan de la défense aux États-Unis. Mais en même temps, dans le modèle allemand, s'il y a des choses qui sont critiquables, il y a aussi des choses qui étaient intéressantes. Et qui ont expliqué qu'on pouvait la prendre en exemple. C'est à la fois le poids de son industrie dans le produit intérieur brut. Si on regarde les données de l'OCDE, c'est environ 20,4% pour l'industrie manufacturière en point de PIB, contre 10,3 ou 4% pour la France. C'est aussi de nombreuses entreprises de taille intermédiaire, ce qu'on n'a pas en France, et donc des entreprises qui vont plutôt être exportatrices. C'est aussi le modèle de relation de coopération au sein des entreprises, entre les entreprises et les syndicats, avec une forte présence des syndicats et une capacité de dialogue entre les syndicats et les entreprises qui sont souvent mises en avant, mais aussi qui s'explique par une place plus importante des syndicats dans les conseils d'administration que ce que nous pouvons avoir en France, en tout cas des représentants salariés. Il y a aussi un autre élément dans l'histoire de l'industrie allemande qui est intéressante, c'est le parcours des dirigeants allemands qui ont tendance à gravir les échelons de l'entreprise avant d'arriver à un poste de direction générale et qui viennent plus d'écoles d'ingénieurs avec souvent un doctorat qu'en France où on a des gens qui passent de poste de direction à poste de direction et en ayant plutôt fait des grandes écoles de commerce. Après, dans ce qui était mis en avant en Allemagne, il y a eu toutes les réformes qu'elle a faites, notamment les réformes qui lui ont permis de doper sa compétitivité au détriment de sa demande intérieure et en musclant ses exportations. Et donc, qui pose aujourd'hui plein de questions dans le cadre européen et qui, d'ailleurs, devrait amener à des rééquilibrages de rapports de force entre les États sur cette question des exportations, parce que l'Allemagne exporte beaucoup vers d'autres États européens. Et si on veut préserver l'Union européenne, on a intérêt à rééquilibrer ces rapports de force. Et il y a d'autres choses qui sont, à mon avis, beaucoup plus critiquables. C'est aussi dont on parle très peu quand on parle du modèle allemand. Parce que, par exemple, le taux de pauvreté en Allemagne, il y a 14,3% en termes de taux de pauvreté. C'est-à-dire, c'est le seuil médian de pauvreté. Il est considéré quand on est 50, c'est par rapport à 50% du niveau de vie médian. Et en France, on est aux alentours de 8,3%. Donc, en fait, aujourd'hui, on continue à regarder bien l'Allemagne pour la place que l'industrie a dans ce pays, pour le fait qu'on les principaux partis politiques sont plutôt en accord sur le fait de soutenir l'industrie et le voient vraiment comme un levier de puissance économique pour l'Allemagne. Et en même temps, c'est critiquable parce que ce modèle a des contraintes, des défauts, et qu'on met rarement en avant quand on parle justement d'un modèle dont on devrait s'inspirer. Justement, donc au regard des enjeux de transformation durable, quels critères doit désormais posséder un pays pour être considéré comme compétitif et attractif ? C'est une très très bonne question parce que en fait on regarde là en ce moment il y a une multiplication des aides au niveau mondial pour la réindustrialisation. On voit que tous les pays ont envie de réindustrialiser ou en tout cas de renforcer leur base productive parce que la Chine par exemple elle cherche pas à se réindustrialiser mais elle cherche à augmenter sa capacité à être autonome sur le plan industriel en maîtrisant les chaînes de valeur critiques. Et ce qu'on voit dans les grands projets d'investissement, souvent, c'est qu'il y a quand même des batailles autour des aides allouées par les États pour favoriser l'implantation. Et d'ailleurs, c'est un des points de force de l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, c'est qu'il y a des aides massives accordées pour l'implantation des entreprises et en plus de la conditionnalité sur certaines aides dont peuvent bénéficier les citoyens. C'est-à-dire à travers un crédit d'impôt, par exemple, dire si vous voulez avoir un crédit d'impôt pour acheter un véhicule électrique, il faut que ce véhicule électrique ait été assemblé sur le territoire américain, ce qui montre quand même que si on regarde des éléments autres que financiers,
on se rend compte quand même que l'élément financier reste prédominant, et même à l'échelle européenne. Mais après, il y a des éléments qui, à mon avis, sont quand même regardés par les entreprises. Ils vont regarder le cadre législatif et la stabilité normative du pays. Est-ce qu'une entreprise peut se projeter dans un temps long et s'assurer que le temps industriel va rester quand même un peu corrélé au temps politique et que chaque changement de couleur ou de parti politique, on ne va pas avoir des changements très profonds des normes. Ils vont aussi regarder à la question de l'énergie. Est-ce que le prix de l'énergie est attractif ou pas? Quelle est la source d'énergie? Alors, on pourrait se dire que, par exemple, en France, où on a une énergie qui était pendant longtemps moins chère et plutôt bas carbone que ce qu'on pouvait avoir ailleurs en Europe, c'était un avantage comparatif. Et en même temps, quand on regarde les choix d'implantation d'entreprises comme Tesla, ils sont allés en Allemagne, alors que même si l'Allemagne est peut-être un peu mieux que nous sur le plan des énergies renouvelables, elle a un mix énergétique qui reste très carboné, parce qu'elle utilise beaucoup de gaz et de charbon. Et là, avec la guerre en Ukraine, ça s'intensifie. Donc, c'est un critère qui est regardé, mais finalement qui ne va pas forcément être le seul regardé. Ils vont aussi regarder les ressources disponibles. Alors, dans les ressources, il y a le foncier. Est-ce qu'il y a un foncier disponible? À quel prix? Ils vont regarder l'accès des infrastructures numériques, etc. Et puis après, ils vont aussi regarder les compétences existantes. Est-ce qu'il y a des salariés qui vont pouvoir venir travailler dans leur entreprise? Je pense qu'il faut aussi accorder de l'importance aux ressources naturelles en fonction du projet industriel. Et donc, finalement, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que même si les entreprises considèrent de plus en plus la question environnementale ou sociale, à travers les logiques de RSE, elles ne vont pas forcément en faire le levier prédominant dans leur stratégie d'implantation. Elles vont plutôt regarder d'autres éléments qu'on pourrait traduire en énergie, compétences, ressources offertes par le territoire et puis montant d'aide publique allouée dans les stratégies d'implantation. Et est-ce que tu dirais aussi qu'ils regardent tous les éléments, notamment réglementaires, avec ce qui se passe sur le CSRD, etc., par exemple en Europe ou pas? Je pense qu'ils vont regarder, et aujourd'hui, c'est peut-être vu parfois comme une contrainte, et donc ils ne vont pas en faire un atout. En tout cas, parce que l'Union européenne met des contraintes, et ce n'est pas forcément jouer les rapports de force par rapport aux contraintes environnementales qu'elle veut donner. Et donc, plutôt que de dire, si vous voulez vendre en Europe, vous devez respecter tel niveau normatif, vos produits doivent respecter tel niveau en termes environnemental, social, etc. Comme elle ne fait pas ça, elle crée parfois une tentative de faire des exits, c'est-à-dire de se positionner aux alentours de l'Europe ou plus loin pour contourner les règles européennes, puisque finalement un produit pourra rentrer sans être soumis aux mêmes contraintes que celui qui est fait sur le territoire européen. On voit que les critères extra-financiers, justement, ils montent en puissance au sein des entreprises. Où est-ce qu'on en est au niveau des États? Alors les États, c'est marrant parce que tout le monde, finalement, met le focal sur l'entreprise, et on ne se demande pas si l'État, les organismes publics sont, eux, vertueux. Alors on sait que l'État français a pris des engagements dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, qui s'inscrit dans la stratégie européenne de réduction des gaz à effet de serre. Néanmoins, quand il s'agit de traduction dans les actes, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. C'est-à-dire que même si on se donne des objectifs dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, qu'on suit ces objectifs, qu'on sait à peu près combien on réduit nos émissions, etc., on pourrait aller beaucoup plus loin qu'on ne le fait. C'est-à-dire, par exemple, dans la commande publique, même si les critères environnementaux commencent à être intégrés dans le calcul des prix, dans les réponses d'appel d'offres, et finalement, le prix reste un critère qui va être plus déterminant aujourd'hui que le fait d'être mieux disant sur le plan environnemental. Et finalement, alors que la question environnementale pourrait être un moyen de privilégier le fabriqué en France, les circuits courts, etc., ce n'est pas tellement le cas à travers la commande publique. Et dans les nouvelles lois qui sont passées, notamment depuis la pandémie, sur le fait de sécuriser les approvisionnements, de renforcer la souveraineté de la France et donc, in fine, de privilégier des productions nationales, on se rend compte qu'il n'y a pas de critères normatifs qui sont pris. Il y a un exemple qui était intéressant et qui pouvait laisser plutôt espérer d'aller vers le mieux, c'était dans la question des médicaments, puisque ça a été un des éléments mis en avant pendant la pandémie en disant on ne sait plus faire de principes actifs en France, on est totalement dépendant de l'Asie, il faut refaire des principes actifs sur le territoire français, etc. Et bien dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2022, il y a un critère qui a été mis sur le fait qu'il y aurait une prime accordée aux productions faites sur le territoire français. Et finalement, cette conditionnalité n'est pas appliquée, et si elle était appliquée, ça serait uniquement pour des nouveaux produits. Donc on se rend compte
de nouveaux produits sur le marché, c'est-à-dire pas des nouvelles molécules qu'on ferait sur le territoire français. Donc on se rend compte qu'on peine, on a des grands discours, mais finalement quand il faut passer à l'acte, il y a du retard, et ce retard peut s'expliquer parce qu'on met toujours en avant la question du pouvoir d'achat d'un côté, qu'on peut comprendre, mais dont on pourrait discuter par rapport à l'évolution de nos choix de consommation qu'on doit avoir. Mais de l'autre côté, on a un État qui n'est pas forcément mieux-disant à travers la question de la commande publique. Et alors, on pourrait rétorquer, il y a la question de l'endettement, sauf que l'enjeu aussi pour la France, c'est de créer de la valeur sur son territoire. Et pour créer de la valeur sur son territoire, il faut fabriquer, soit vendre faire des services, soit fabriquer et vendre des produits. Et pour après ensuite irriguer l'ensemble du territoire. Et qui dit plus de production, dit plus de salaire, dit aussi plus de fiscalité, et donc un cercle vertueux qui se crée. Et sauf qu'on a tendance à s'arrêter au premier stade, ça va avoir un impact sur le niveau de dépenses, et comme on est sur une volonté de réduire les dépenses publiques, on ne va pas jusqu'au bout de la logique, et on attribue des aides, mais des aides qui sont aveugles, parce qu'aujourd'hui, les crédits d'impôt, par exemple, pour la conversion du véhicule thermique vers le véhicule électrique qui sont accordés aux citoyens sont accordés à l'aveugle, c'est-à-dire que le véhicule soit assemblé en France ou en Asie, on bénéficiera de la même prime à la casse et du même crédit d'impôt. Donc on ne fait rien finalement pour on fait des choses, mais on pourrait aller beaucoup plus loin pour soutenir le tissu productif français et accélérer notre transition écologique. Est-ce que justement la réindustrialisation, elle est compatible avec la décarbonation et les autres enjeux durables que l'on connaît ? Alors souvent, quand on parle de réindustrialisation, ça semble totalement antinomique avec la question de réduire nos émissions carbone et d'accélérer notre transition. Et pourtant, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'on importe aujourd'hui 50% de nos émissions à travers nos importations de produits semi-finis, donc à destination d'autres industriels qui vont les assembler pour faire un produit fini, soit des produits finis, par exemple tout le textile qu'on importe, soit de services. Et donc, si demain, on augmente la part de production en France, non seulement on va améliorer notre balance commerciale, mais on va également réduire nos émissions, parce qu'on peut espérer déjà produire au plus juste. Quand on produit à proximité du lieu de consommation, on va tendre à réduire le volume de production, à réduire les stocks, donc les invendus, etc. Mais on a aussi des normes environnementales qui sont beaucoup plus hautes qu'ailleurs, et un mix énergétique qui est plus favorable. Donc normalement, on devrait abaisser mécaniquement notre volume d'émissions carbone. Ceci dit, c'est pas aller assez loin que de relocaliser. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres questions qui se posent à travers la relocalisation pour les entreprises. C'est la question du modèle économique, de la finalité de l'entreprise. C'est la question de la manière dont on va concevoir le produit. Est-ce qu'on peut arriver à avoir des matières qui vont être mieux disantes sur le plan environnemental ? C'est la question de la production en tant que telle du produit pour aller travailler, ne serait-ce que sur la décarbonation de la production, et qui est un enjeu pour beaucoup d'industries, mais qui est extrêmement intensif en investissement et en montant d'investissement. Puis après, il y a les enjeux de distribution. Comment est-ce qu'on a une distribution qui est mieux disante sur le plan environnemental ? Et là, on vient aussi sur des questions de politique publique, c'est-à-dire comment est-ce que on a des alternatives au transport routier à travers le fret ferroviaire, le fret fluvial, et donc c'est des investissements sur les infrastructures qui peuvent aussi être un levier demain d'attractivité pour les industriels. Et puis, il y a tous les enjeux qui vont reposer aussi sur nos habitudes de consommation à nous et qui vont avoir, in fine, un impact sur le modèle économique des entreprises. C'est-à-dire quand on dit, finalement, acheter en France, c'est essayer de réfléchir à mieux consommer. C'est-à-dire, au lieu d'acheter 10 produits dans l'année, j'en achète un que je vais garder plus longtemps. Mais ce 1, il va être plus cher, mais normalement, je vais retrouver mon équilibre. Mais si une usine, elle se retrouve à avoir demain à produire un volume de 1, alors qu'avant, elle produisait un volume de 10, elle a de nouveaux équilibres économiques à trouver. Alors, il y a des leviers de création de valeur à travers l'économie de la fonctionnalité, mais ça ne sera pas suffisant. Et donc, il faut qu'il y ait une adaptation de l'industrie à cette évolution de volume. Alors, on sait que demain, si on relocalise une partie, normalement, vu d'où on part en termes de volume, on ne sera pas forcément les plus impactés. Mais il y a une vraie question autour de comment on trouve ces équilibres économiques, et puis des questions que chaque entreprise doit se poser sur est-ce qu'il est pertinent de continuer à produire ce produit ? Est-ce qu'il faut que je développe ce nouveau produit au regard de son impact environnemental ? Et puis aussi, quand je parlais de la conception des produits, il y a une vraie révolution à avoir, c'est-à-dire on a trop de produits aujourd'hui qui sont impossibles à recycler parce que trop complexes. Je pense que
Moi, je donne toujours un exemple d'un bien qu'on a tous dans nos vies, c'est les ordinateurs. Il y a beaucoup d'ordinateurs, et notamment d'une célèbre marque américaine. Quand on l'a regardé il y a 10 ans, il suffisait d'avoir un petit tournevis, d'enlever 4 vis et on pouvait réparer soi-même le bloc bête, changer le bloc batterie, changer de certaines pièces, la mémoire, etc. Aujourd'hui, comme tous les ensembles sont soudés, on est obligé de le renvoyer à un centre spécialisé et qui en général va dire en fait je ne peux pas changer votre ordinateur, ça va vous coûter trop cher, et donc on va en racheter un nouveau. Donc il y a vraiment un effort pour avoir des produits qui peuvent être réparés, et puis derrière aussi une réflexion sur avoir des produits qui sont vraiment recyclables, parce qu'on a trop de produits qui ne sont pas recyclables, et ça se pose en particulier dans la distribution, tous les emballages et suremballages qui pour certains sont compliqués à recycler, puis pour beaucoup sont inutiles, donc c'est retravailler sur tous ces circuits de distribution. Donc les défis pour l'industrie sont énormes parce qu'en plus le marché ne va pas aussi vite qu'on le voudrait en termes d'accompagnement de ces transformations. Aujourd'hui, diriez-vous que les entreprises françaises qui relocalisent le font d'abord par considération écologique? Non, je pense qu'aujourd'hui... Alors, aujourd'hui, les entreprises qui vont relocaliser, elles vont le faire pour beaucoup dans des logiques de sécurisation des approvisionnements, c'est-à-dire se dire que, en fait, il faut essayer d'avoir des fournisseurs plus près ou faire sur le territoire parce qu'on voit qu'il y a des contraintes géopolitiques qui vont bouleverser les chaînes d'approvisionnement. Donc, elles vont regarder la sécurisation des approvisionnements. La deuxième chose, c'est pour beaucoup, il y a quand même une conviction de la pertinence de produire en France. Alors, dans cette conviction de la pertinence de produire en France, on va retrouver la question environnementale, mais rarement la décision de relocaliser pour une question environnementale est la première. Elles vont plutôt considérer finalement des opportunités qui sont offertes par la possibilité d'automatiser et de robotiser fortement les productions, ce qui fait qu'aujourd'hui, les écarts de prix entre une production en France par rapport à une production en Asie peuvent être moins importants. Elles vont regarder aussi le coût complet d'acquisition, le fait de se dire qu'on le fait à proximité, on réduit les temps de stock, etc. Donc le coût est moins important. Dans ce coût complet d'acquisition, elles vont regarder aussi est-ce qu'il y a des risques sur la propriété intellectuelle quand on produit loin, combien ça me coûte en termes de transport, etc. Tous ces éléments, donc pas juste le prix d'achat d'une pièce, mais bien tous les coûts qu'il y a autour. Elles vont raisonner peut-être aussi en besoin en fonds de roulement, en se disant quand je fais produire en Asie, j'ai mon stock que je suis en train d'écouler, le stock qui est en train d'être transporté sur un bateau et le stock qui est en train d'être produit. Quand j'ai un circuit beaucoup plus court, je réduis ce volume de stock. Et derrière, quand elles entament ces réflexions sur la relocalisation, elles vont en général vraiment retravailler sur le produit pour essayer de réduire le nombre d'étapes de production pour que le coût de production soit moins important, des réflexions sur les matières, sur est-ce que je peux avoir un produit avec les mêmes fonctionnalités mais en retirant tout ce qui est secondaire finalement qui n'intéresse pas mon consommateur. Donc ces réflexions-là. Et puis, in fine, dans toutes ces réflexions, il y a la question environnementale qui se pose, mais c'est rarement le premier levier pour considérer une relocalisation. Et d'ailleurs, j'ai juste oublié un truc qui est très important dans la question juste avant, mais je vais vous préciser maintenant, on a beaucoup parlé de décarbonation, et il faut bien faire passer aussi le message que la décarbonation n'est pas le seul enjeu environnemental, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une tendance de réchauffement climatique, donc beaucoup de questions se posent sur les ressources en eau, et donc elles obligent à avoir des réflexions encore plus poussées sur les matières qu'on utilise, sur les procédés de production, notamment est-ce qu'on peut réutiliser l'eau, est-ce qu'on peut réduire la consommation d'eau. Et dans ces choix de matières, on vient aussi toucher tous les sujets qui sont liés au plastique, pollution microplastique, acidification des océans, etc. Et aujourd'hui, on est en train de prendre à bras-le-corps, et notamment poussé par les politiques publiques, la question de la décarbonation. En fait, on oublie de dire que la décarbonation, c'est un sujet majeur, mais ce n'est pas le seul si on veut que la planète reste vivable en 2050. Justement, face aux enjeux de souveraineté, d'autonomie stratégique et de transformation durable, comment articuler compétitivité nationale et européenne ? Alors, c'est toujours compliqué de parler d'Union européenne parce que l'Union européenne, elle fait l'objet d'énormément de débats, et surtout aujourd'hui. Là, je pense que c'est un échelon qui est quand même pertinent à regarder et que beaucoup d'entreprises vont considérer, notamment pour des notions d'échelle marché, d'économie d'échelle. Et je ne fermerai pas je pense qu'il ne faut pas fermer la porte au cadre européen. Il faut juste comprendre comment il fonctionne et comment les rapports de force se jouent dans ce cadre-là.
pour les entreprises, ça présente quand même aussi, et pour les États, une capacité à mutualiser des moyens humains et financiers, de travailler ensemble sur des politiques d'innovation, des marchés qui sont intéressants. Et puis je pense que l'Union européenne, c'est la bonne échelle pour penser le cadre normatif de demain. Alors on voit qu'il y a des évolutions en termes législatifs du point de vue de l'Union européenne. On a vu l'entrée en vigueur de la taxe carbone aux frontières avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, mais qui aujourd'hui est critiquable parce qu'il ne va pas vraiment permettre de rééquilibrer les échanges commerciaux internationaux, en tout cas de créer le rapport de force, parce qu'il va plutôt considérer les intrants et pas les produits semi-finis ou finis, donc on peut contourner assez facilement ce mécanisme. Il y a des choses qui sont faites sur la réciprocité dans l'accès au marché public, mais on voit que l'Union européenne, elle peine à répondre d'une seule voix, par exemple sur l'Inflation Reduction Act, c'est des réponses un peu timides, désordonnées, parce que on a finalement des cultures économiques qui sont très différentes au sein de l'Union européenne, on a des intérêts qui vont être divergents. Et l'Union européenne devrait être finalement pour moi une troisième voie entre les États-Unis et la Chine, c'est-à-dire travailler sur toutes les questions environnementales qu'elle porte, utiliser l'environnement peut-être comme un levier diplomatique, travailler au développement de nouveaux acteurs et nouvelles filières. On parle notamment beaucoup de la dépendance aux ressources, mais quand on parle de dépendance aux ressources, on pense toujours à la Chine. On oublie de dire que ces ressources, elles sont présentes dans beaucoup de pays des différents continents, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc. Et qu'on a peu de stratégies finalement pour faire développer des champions nationaux dans ces pays, pour avoir finalement une vraie diversité dans les ressources d'approvisionnement, parce que c'est pas parce que vous avez une matière qui vient du Congo que vous allez forcément sécuriser vos approvisionnements si c'est une entreprise chinoise qui opère l'extraction et le raffinage de ces matières. Donc on a une vraie logique à penser en tant qu'acteur européen. Et c'est très difficile de parler avec une voix française, parce qu'en fait, la France est un peu le vilain petit canard, notamment d'un point de vue industriel, au sein de l'Union européenne. Notre industrie, c'est 10% de points de PIB. C'est-à-dire on est loin de la moyenne européenne. On n'est pas aux objectifs que l'Union européenne s'est donné. Notre balance commerciale, c'est moins 160 milliards en 2020. Alors, on peut toujours dire c'est un peu moins ou plus selon qu'on regarde l'énergie dedans ou pas. Donc, notre voix, elle perd en puissance quand on pense toujours que la France propose des positions défensives et que la réalité aussi, c'est que le duo franco-allemand aujourd'hui marche plus aussi bien qu'il n'a marché. Si on doit travailler sur des stratégies de développement de champions nationaux en dehors de l'Europe, on doit aussi travailler sur de l'alignement d'intérêts avec d'autres États européens que l'Allemagne pour assumer qu'il y a un rapport de force qui existe au sein de l'Union européenne, que nos intérêts ne sont pas alignés, que le dumping, qu'il soit fiscal, social ou environnemental, au sein de l'Union européenne est une réalité. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, qu'on doit jeter l'Union européenne, moi je ne pense pas. C'est juste qu'il faut comprendre comment elle fonctionne aujourd'hui et qu'on a un vrai travail si on veut en faire quelque chose de mieux-disant pour tous les États. Comment justement les entreprises françaises elles peuvent contribuer à la réduction des émissions importées tout en maintenant leur compétitivité? Alors, il y a l'industrie 4.0 qui apporte aujourd'hui plein de solutions en termes pour réaliser des gains de productivité. Il y a plein de briques technologiques qui émergent, que ce soit sur les solutions de traitement de la donnée, de production pour mettre sous contrôle les paramètres influents de production ou pour améliorer la prévision de la demande. Ou optimiser les trajets camions, etc. On peut aussi le voir sur des points spécifiques en production pour réduire par exemple les pertes matières, pour améliorer le contrôle qualité, etc. Donc il y a plein de technologies qui existent. Il y a la cobotique qui permet de réaliser plein de choses. Il y a la robotique avancée, il y a la réalité virtuelle. Enfin, énormément de choses existent. Donc moi, je conseillerais toujours de regarder ce qui peut être fait avec ces nouvelles technologies. Et bien entendu, il faut toujours avoir une réflexion assez lucide là-dessus, c'est-à-dire se dire, bon, quels sont mes problèmes, identifier quels sont peut-être mes enjeux aussi, et donc quelles peuvent être les meilleures technologies pour y répondre, et pas vouloir des technologies pour avoir des technologies, parce qu'on voit aussi qu'on a beaucoup de gens qui n'ont pas des organisations aujourd'hui qui sont parfaitement sous contrôle. Alors, il y aura toujours des gens pour me dire il y a des choses géniales, il y a des gens qui ont tout sous contrôle, c'est vrai, et il y a aussi des entreprises qui ne sont pas sur les b.a.-ba du lean management et qui ont un vrai effort de transformation, que ce soit de leur système d'information ou de l'organisation de leur production. Mais après, un des véritables enjeux dans la réindustrialisation, c'est la question de la demande. C'est-à-dire que si on veut que la réindustrialisation soit pérenne, un des rôles des entreprises,
alors je reviendrai après sur les autres acteurs qui peuvent agir sur la question de la demande, c'est de travailler sur leur stratégie d'approvisionnement pour essayer de favoriser des entreprises françaises. Alors on va me dire, il y a parfois des déficits de compétitivité, en tout cas des prix qui vont être différents. Mais on a aussi des entreprises qui sont capables d'être compétitives en France. D'ailleurs, on a des gens qui sont leaders dans leur secteur, des gens qui sont restés en France dans des productions bas ou moyen de gamme. Donc, il y a quand même des acteurs qui sont très performants en France. Et il faut peut-être aussi aller voir ces gens pour voir quelles recettes ils ont mis en place pour rester performants. Mais la demande, c'est un levier clé. C'est-à-dire que tant qu'on ne fera pas évoluer les stratégies d'achat des entreprises, eh bien, on aura toujours ce volume d'importation qui sera très important. On sera toujours dans une situation de dépendance. Et donc, on ne réduira pas les émissions importées. Puis après, la demande, les 3 autres blocs de demande, c'est la commande publique dont on a un peu parlé, le B2C avec les consommateurs qui essayent de privilégier les produits faits en France. Et puis, il y a toujours le levier export, mais le levier export qui peut, quand on est dans ce contexte de lutte contre le réchauffement climatique, qui peut se questionner assez fortement. Est-ce que la réindustrialisation et la relocalisation, elles signent la fin de la mondialisation ? Alors, très sincèrement, je pense pas. Je pense pas que la mondialisation elle soit terminée parce que déjà depuis 2020, on voit qu'on a quand même, on reste sur un niveau d'échange constant. Que peut-être qu'elle va prendre une autre forme, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des échanges j'ai un produit qui va faire 53 fois le tour de la planète avant d'arriver chez moi, eh bien, je vais peut-être avoir des réflexions plus sur des échelles continentales de production. C'est-à-dire, on produit en Europe pour l'Europe, on produit en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord. D'ailleurs, c'est ce qui risque de se passer avec l'Inflation Reduction Act. Ça va être entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, sauf qu'ils ont quand même l'espoir d'exporter dans le monde entier. Donc, c'est là que nous, on a besoin d'avoir des réponses fortes pour maintenir notre production. Et l'Asie, pour l'Asie. Mais bon, on voit, nous, par exemple, d'un point de vue français, c'est qu'on commence à avoir une timide réindustrialisation et pourtant, on continue toujours autant à importer. Et notre combat, il sera vraiment gagné quand on aura la capacité de produire, par exemple, de maîtriser le plus possible sur notre chaîne, sur le territoire, une chaîne de valeur. Si on prend l'exemple des batteries, ça a du sens si on a la question de l'extraction et du raffinage des matières premières, qui n'est pas évidente. Et ça, on sera toujours en situation de dépendance, même si on peut essayer d'exploiter des choses sur notre territoire. Mais il ne faut pas qu'on ait des pièces qui viennent de tout le monde entier et qu'on soit des usines tournevis. Il faut vraiment qu'on renforce les productions intermédiaires sur le territoire, parce que c'est le seul moyen en fait, d'avoir créé des écosystèmes et d'avoir une réindustrialisation pérenne. Et donc, pour conclure, si tu avais un conseil à donner aux dirigeants d'entreprises françaises, lequel serait-il ? Un conseil, voilà, ça va être un très long conseil. Le premier, c'est de réfléchir à la finalité de leur activité, à leur modèle économique, sur finalement comment est-ce que, à travers ce qu'ils font, ils peuvent contribuer à créer un monde qui va être plus vertueux pour les générations actuelles et les générations futures. Finalement, c'est réfléchir au passif environnemental et social qu'on va laisser à la planète. Je sais que les sujets sont très importants pour tout le monde, qu'on ne sait pas vraiment par où prendre le défi, parce qu'il y a des coûts de transformation, notamment pour les enjeux de décarbonation. Les investissements sont quand même lourds, et qu'on a un marché qui ne répond pas toujours, c'est-à-dire qu'on a des gens qui essayent d'être mieux-disants aujourd'hui sur le plan environnemental, donc qui ont un prix qui va être un peu plus cher, et qu'en face, le marché va toujours préférer celui qui est moins disant. Donc il faut parfois se dire que c'est presque avoir raison trop tôt, mais qu'il faut se dire que c'est le sens de l'histoire, et que de toute manière, c'est aussi des choses qui vont améliorer l'image des entreprises, contribuer à leur attractivité. Donc, faut pas lâcher ça. Puis, il faut aussi pousser le gouvernement à reconnaître ceux qui sont mieux-disants et à donner une prime à l'excellence sociale, environnementale et tout ce qu'on veut. Et que il faut peut-être parfois, quand on est un peu désespéré, reprendre un peu de hauteur de son sujet, ce qui n'est pas simple, parce qu'on a toujours tendance à être dans le guidon en se disant que ce qu'on fait, on le fait aussi pour autre chose que pour son entreprise, que pour soi et son chiffre d'affaires. On le fait aussi pour une société qui est en train de se transformer, et qu'on a besoin d'exemples de gens qui prennent le sujet à bras-le-corps et qui ouvrent la voie finalement, parce que ils sont la lumière qui vont tracter la société vers ces nécessaires transformations. Et donc, prochain poste, ministre de l'Industrie et de l'Économie ? Pas du tout, absolument pas. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Nous espérons que l'épisode vous a plu.
En attendant le prochain, retrouvez toutes les solutions vérifiées durables sur la marketplace Vetted.